Londres, une nouvelle fois victime du terrorisme. 4 personnes ont été tuées, 40 autres blessées près de Westminster. L'assaillant, lui, a été abattu par la police. De Berlin à Paris, les messages de soutien se sont multipliés ces dernières heures. L'attentat de Londres survient un an jour pour jour après ceux de Bruxelles. Ce mercredi, c'est toute la Belgique qui a commémoré la mémoire des 32 victimes fauchées par les bombes des terroristes. Également à la une, la présidentielle en France. Le patrimoine des 11 candidats est désormais disponible en ligne. C'est une grande première sous la Ve République. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Londres a donc été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque terroriste ce mercredi. Un homme a lancé sa voiture contre la foule dans le quartier de Westminster près de Big Ben. Il a ensuite poignardé à mort un policier avant d'être abattu. Selon un dernier bilan, 4 personnes ont perdu la vie, 40 autres ont été blessées. Parmi eux, 3 élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau. La première ministre britannique a elle appelé le pays à l'unité. On va écouter Theresa May. Le lieu de l'attaque n'est pas le fruit du hasard. Un terroriste a essayé de frapper notre ville en son cœur. Une ville où toutes les religions et des gens du monde entier se rassemblent, où les valeurs de la démocratie et de la liberté de parole sont chez elles. Le palais de Westminster, qui abrite le Parlement le plus ancien du monde, est un symbole de l'esprit de liberté qui rayonne partout dans le monde. Ce Parlement représente l'état de droit, la liberté, et cela suscite le respect partout dans le monde. Et selon la police anglaise, c'est bien la piste du terrorisme islamiste qui est privilégiée. Une journée traumatisante pour les Londoniens sur laquelle revient pour nous Kim Vaudin. Il est un peu moins de 15 heures lorsqu'un homme au volant d'une voiture fonce sur des passants sur le pont de Westminster, un pont très touristique de Londres. J'attendais que le feu passe au rouge, la voiture a accéléré et m'a dépassé. Le petit magasin après le feu, c'est là que la première personne a été percutée. Mais il n'y a même pas prêté attention. Quelques mètres plus loin, une deuxième personne et une troisième. Là, j'ai compris ce qui se passait. Il a continué après le pont, mais il y avait beaucoup de monde sur le trottoir et la voiture a foncé tout droit. L'assaillant a ensuite poignardé à mort un policier en essayant d'entrer dans le Parlement britannique tout proche. Il a finalement été abattu par un autre policier. Tout le monde a tenté de s'enfuir par les barrières en face de Big Ben. Et un homme est passé à côté de moi avec un grand couteau et a commencé à l'enfoncer dans un policier. J'ai jamais rien vu de tel. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. L'attaque, qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés, n'a pour l'heure pas été revendiquée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait agi seul. La police reste encore prudente sur l'identité et les motivations du tueur. Je ne commenterai pas à ce stade sur l'identité de l'assaillant. Mais notre hypothèse de travail est qu'il a été inspiré par le terrorisme international. L'attaque a eu lieu en début d'après-midi alors que la première ministre Theresa May venait de s'exprimer devant les députés. Elle a dans la soirée convoqué une réunion d'urgence. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicides revendiqués par Al-Qaïda en 2005. Vous l'avez entendu, selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant aurait agi seul. Mais que sait-on d'autre pour le moment? On fait le point avec Julie Dengeloff, notre envoyée spéciale à Londres. L'enquête se poursuit à Londres. Le bilan s'est alourdi à 5 morts, dont l'assaillant. Parmi les victimes, il y a notamment ce policier de 48 ans qui avait 15 ans de service et qui n'était pas armé au moment de l'attaque. Et puis 3 autres victimes parmi le public. 40 blessés sont actuellement soignés dans les hôpitaux britanniques, dont 3 lycéens de Concarneau. Pas de détails pour l'instant quant à la personnalité de l'assaillant, mais la police indique que les méthodes sont inspirées du terrorisme islamiste international. L'enquête se poursuit donc. Une centaine d'enquêteurs sont en train d'analyser les motivations, la préparation et les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier l'assaillant. La scène du crime est assez large, donc cela pourrait prendre plusieurs heures à être analysé pour relever toutes les preuves. Le niveau d'alerte, quant à lui, le niveau d'alerte attentat reste inchangé, 3 sur 4, c'est le même niveau depuis 2014. En revanche, la présence policière va être renforcée dans les différents lieux symboliques du pays. Il est essentiel de travailler ensemble et de rester unis
unis, a indiqué le chef du contre-terrorisme. Il a invité également toutes les personnes qui auraient des détails sur l'enquête à les communiquer sans tarder à la police. Quant à la première ministre Theresa May, eh bien, elle a indiqué que le Parlement britannique rouvrirait ses portes ce jeudi matin. Et de Paris à Berlin en passant par Washington, les réactions à l'international se sont multipliées ces dernières heures. Tour d'horizon des principales déclarations avec Florence Thomazeau. François Hollande est à Villepinte, près de Paris, en train de visiter une prison avec le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, quand il est informé qu'un attentat vient d'être commis à Londres. Nous exprimons au nom de la France toute notre solidarité, tout notre soutien au peuple britannique et à la Première ministre Theresa May. Mon intention est d'abord de faire en sorte que nous comprenions bien que le terrorisme nous concerne tous. À Berlin, où un attentat a fait 12 morts en décembre dernier, les autorités ont apporté leur soutien au Royaume-Uni. Bien que l'arrière-plan de ces actes ne soit pas encore précis, je réaffirme que l'Allemagne et ses citoyens se tiennent fermement et résolument aux côtés des Britanniques dans la lutte contre toute forme de terrorisme. Aux États-Unis, Donald Trump a immédiatement été informé de l'attaque terroriste. Interrogé par notre correspondant à Washington, le porte-parole de la Maison-Blanche est allé au-delà d'un message de soutien. C'est un terrible rappel de la menace à laquelle nous faisons tous face. Et cela arrive le jour du premier anniversaire des attaques en Belgique. C'est un rappel pour tous ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui, tous les 68 membres de la coalition, que la menace posée par le groupe État islamique est réelle. Alors que nous continuons de les pourchasser et de les battre sur le champ de bataille, ils vont tenter d'étendre leur zone d'influence. Après cet attentat qui rappelle le précédent commis dans le métro de Londres en 2005, Paris a décidé d'éteindre la Tour Eiffel ce mercredi à partir de minuit. Cette attaque de Londres intervient alors que la Belgique commémore le premier anniversaire des pires attentats de son histoire. Ce 22 mars 2016, 32 personnes perdaient la vie à Bruxelles. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce mercredi en présence du roi et du Premier ministre, Clément Bonnereau. Une minute de silence à l'endroit même où deux bombes ont ravagé le hall des départs de l'aéroport il y a tout juste un an. Dans l'Assemblée, le roi Philippe, la reine Mathilde et le Premier ministre, aux côtés des rescapés et des familles de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Un à un, les noms des 16 victimes sont ensuite égrenés. Lars Wetzmann était là ce 22 mars 2016. Il a perdu sa femme dans l'attentat. Plusieurs fois, je me suis demandé si seulement nous étions partis 10 minutes plus tard, si seulement nous avions conduit un peu moins vite, si seulement, mais c'est arrivé. À 9h11, deuxième minute de silence dans la station de métro Malbec, à l'endroit et à l'heure où une autre explosion avait eu lieu. 16 morts également et de nombreux blessés, parmi eux, cette femme venue témoigner. Quelques minutes après l'explosion, sur le trottoir, quelqu'un m'a dit « Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie ». Cette phrase qui a d'abord résonné en moi comme une totale injustice s'est ensuite révélée être une vérité que j'ai appris à accepter. Un peu plus tard dans la matinée, une stèle à la mémoire de toutes les victimes est inaugurée à 2 pas de la Commission européenne. Puis, dans l'après-midi, des milliers de Bruxellois se sont réunis place de la Bourse avec un message, tous unis contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est l'objet de la réunion de la coalition internationale anti-djihadiste à Washington. 68 pays y participent. Une première pour Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, qui assure que la fin est proche pour Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Florence Thomazeau.
Pour le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, cette réunion destinée à éradiquer le groupe État islamique était son baptême du feu. Mais l'attentat de Londres a quelque peu assombri le rendez-vous. Les 68 pays de la coalition conviés à Washington se sont engagés à faire disparaître l'EI, qu'ils qualifient de menace planétaire. Rex Tillerson s'est félicité de ce point commun et a aussi promis d'éliminer le leader du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, comme Ben Laden en son temps. L'affaiblissement du groupe État islamique n'est pas l'objectif ultime. Nous devons détruire le groupe État islamique. Je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever au Moyen-Orient, mais détruire le groupe État islamique est le but numéro 1 des États-Unis dans la région. Le chef de la diplomatie française qui a dénoncé l'attentat de Londres a salué la convergence de vues des participants sur la lutte contre l'EI. Il y a consensus entre tous les partisans à cette réunion, en particulier avec les Américains Mattis et Tillerson, mais les pays de la région, les pays arabes, sont tous d'accord pour que Raqqa soit la priorité des priorités dans les semaines et les mois qui viennent. Raqqa est une priorité pour la coalition, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie à suivre pour reprendre ce bastion du groupe État islamique en Syrie ainsi que Mossoul en Irak. La coalition, qui se réunissait pour la 10e fois depuis 2014, a mis en avant ses progrès sur le terrain. L'attaque de Londres est venue lui rappeler que la menace était toujours aussi forte en Europe comme dans le reste du monde. L'élection présidentielle en France, à présent, biens immobiliers, véhicules ou encore comptes bancaires. Les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'Élysée sont désormais disponibles sur Internet. Une grande première sous la 5e République. Mathieu Boisseau. Pour la première fois, elles sont accessibles à tous. 11 déclarations de patrimoine rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Des 5 premiers candidats dans les sondages, c'est Marine Le Pen qui déclare le plus petit patrimoine, moins 4 787 000 €, car elle a des dettes le temps de la campagne. Elle possède au moins en partie plusieurs biens immobiliers d'une valeur totale de 600 000 €. Mais Marine Le Pen a aussi de gros emprunts pour financer sa campagne présidentielle. Le premier, 1 800 000 €. Le second, 3 610 000 €. Des sommes qui lui seront remboursées par l'État si elle obtient plus de 5% des voix. Deuxième plus petit patrimoine, Benoît Hamon, 300 000 €. L'ancien ministre possède un appartement de 60 mètres carrés en Bretagne et la moitié d'un autre, 100 mètres carrés près de Paris. Sa voiture est une petite citadine achetée il y a 10 ans et il doit rembourser un prêt de 569 000 €. En troisième place, Emmanuel Macron déclare 309 000 €, 5 fois plus que l'année dernière. Comment est-ce possible? Lui n'est pas propriétaire de biens immobiliers, mais c'est son livre qui lui a rapporté en droit d'auteur récemment près de 250 000 €. Deuxième patrimoine le plus important, Jean-Luc Mélenchon, 965 000 €, principalement des biens immobiliers. Un appartement à Paris, 110 mètres carrés, et une maison dans le Loiret. Enfin, c'est François Fillon qui déclare le plus gros patrimoine, près d'1 million d'euros, avec notamment son manoir dans la Sarthe, 2 montres de luxe pour 27 000 € et sa société de conseil d'une valeur de 97 000 €. Dans cette déclaration, on apprend aussi que François Fillon a emprunté 30 000 € à sa fille pour rembourser une dette auprès du fisc. Le solde des impôts, précise son entourage. Et les 11 candidats retenus par le Conseil constitutionnel ont passé ce mercredi leur grand oral devant les élus des associations des maires de France, l'AMF. On retiendra notamment l'accueil hostile réservé à Emmanuel Macron. En cause, ces 10 milliards d'économies demandées aux collectivités locales, ainsi que sa promesse d'exonérer 80% des ménages français de taxes d'habitation. La visite de Marine Le Pen au Tchad. Après le président Idriss Déby, mardi, la candidate du Front National a rencontré ce mercredi les militaires de l'opération Barkhane, ces forces françaises qui luttent contre les djihadistes dans le Sahel. L'occasion pour elle d'évoquer la coopération entre Paris et N'Djamena. On va écouter Marine Le Pen. Coopération entre la France et l'Afrique, elle doit, je crois, se concentrer sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture et bien sûr sur la sécurité et la défense, où nous sommes ensemble engagés pour la défense et la sécurité de nos peuples respectifs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.